Écoutez, j'ai rien préparé de particulier, hein, mais alors pour me présenter, donc oui, donc Fabrice Ferlin, effectivement, j'ai effectué il y a une petite dizaine d'années un doctorat en histoire des mathématiques et de la physique à l'université Claude Bernard Lyon 1. Donc voilà, en fait, j'ai fait une thèse dans le cadre de l'édition des œuvres complètes de d'Alembert. Donc d'Alembert, qui est un célèbre mathématicien et philosophe du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, un des principaux auteurs de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, comme on la connaît. Et donc il y a une édition des œuvres complètes de d'Alembert qui a commencé à la fin des années 1990, donc de ses œuvres scientifiques, mais aussi de ses œuvres littéraires, parce qu'il a fait un certain nombre de travaux littéraires et philosophiques. Donc moi, je me suis occupé d'éditer un ouvrage d'optique de d'Alembert, un ouvrage qui était consacré, donc qui était sorti en 1764 et qui était consacré au problème des aberrations optiques. Donc, c'est-à-dire pour l'astronomie, les lunettes astronomiques jusqu'au XVIIIe siècle étaient affectées d'importants défauts optiques dus au fait qu'on ne savait pas corriger ce qu'on appelle les aberrations optiques. Et donc, à partir des années 1760, des scientifiques éminents de l'époque comme Léonard Euler, Clairaut, d'Alembert sont mis à travailler sur ce domaine. Et donc, d'où l'ouvrage de d'Alembert, un ouvrage de 450 pages, donc qui m'a beaucoup occupé pendant toute ma thèse, mais aussi plusieurs années au-delà de ma thèse. Ça a quand même été 7 ans de travail, donc avant la sortie de cette édition critique commentée aux éditions du CNRS. Donc voilà. Donc effectivement, histoire des mathématiques et de la physique, mais en fait je suis physicien de formation, hein, donc j'ai fait un DEA de physique. Et donc voilà, et donc à la suite de ça, je continue toujours de travailler dans l'édition des œuvres complètes de d'Alembert, mais c'est quand même plutôt en stand-by actuellement, parce que les autres œuvres d'optique de d'Alembert sont disséminées dans différents ouvrages, et c'est des volumes qui ne vont pas apparaître tout de suite. Donc voilà. Sinon, toujours dans un thème proche, je participe à Ancre, édition numérique critique de l'encyclopédie, toujours de Diderot et d'Alembert, où je m'occupe des articles de d'Alembert en optique, hein, puisque d'Alembert a, dans cette encyclopédie qui faisait 17 volumes, plus 10 volumes de planches, un grand best-seller, si je peux dire, du XVIIIe siècle, d'Alembert a rédigé 1773 articles scientifiques, dont un grand nombre d'articles d'optique, et donc c'est moi qui m'occupe de cette édition. Alors là, c'est un site qu'on trouve qui a été depuis le 19 octobre est accessible au public, donc où progressivement les dizaines de milliers d'articles de l'encyclopédie vont être traités, expliqués, commentés. Donc voilà. Alors sinon, autrement, j'ai pas mal travaillé ces dernières années, alors toujours sur la physique au XVIIIe siècle, quand même, c'est quand même une de mes branches de prédilection. Donc d'une part sur un certain Dutour de Salver, un physicien de Riom en Auvergne, donc à côté de Clermont-Ferrand, donc étude de la physique au XVIIIe siècle. Et puis plus récemment, on a sorti un bouquin donc sur Descartes et Newton, donc sur Lyon au XVIIIe siècle, parce que donc vous savez que en 1687, Isaac Newton a publié ses célèbres Principia Mathematica, ses principes mathématiques de la philosophie naturelle, qui ont été une étape fondamentale dans la naissance de la science moderne, une transition fondamentale. Mais cet ouvrage, qui est l'ouvrage fondateur de la physique moderne, de la physique actuelle, a eu beaucoup de mal à s'implanter, en particulier en France, où il y avait la physique de Descartes, qui était fortement implantée. Donc il a fallu plusieurs dizaines d'années, enfin plus de 50 ans, avant que la physique newtonienne triomphe en France. Et donc, en face à Newton, il y a eu le développement de toute une physique cartésienne, qui refusait l'action à distance, la gravitation universelle, des choses comme ça, et en particulier d'une astronomie cartésienne. Donc comment expliquer le mouvement des planètes contre la théorie de Newton, qui expliquait très bien le mouvement des planètes. Et donc on a travaillé là-dessus, et actuellement je suis en train de préparer une édition critique commentée du nouveau système, une nouvelle explication du mouvement des planètes de Philippe Villemot, qui est un Lyonnais. Donc cet ouvrage est sorti en 1704 et concerne l'explication du mouvement des planètes. C'est le premier traité vraiment d'astronomie, l'astronomie cartésienne. Donc voilà, et comme c'est aussi sur la région, donc je travaille là-dessus. Et puis sinon, un autre axe de mes recherches depuis quelques années, c'est que j'appartiens donc à l'université Lyon 1 à un groupe donc autour de l'enseignement de la physique quantique. Donc alors là, changement de siècle, XXe siècle. Donc on a fait paraître 2 articles dans des revues internationales, et on en prépare un 3e. Donc un premier article sur l'enseignement de la mécanique quantique au niveau de la classe de terminale scientifique, puisque depuis 2012, la mécanique quantique a intégré les programmes de terminale scientifique.
On a publié l'année passée un autre article sur l'utilisation du récit, en particulier des récits de Georges Gamow autour de la mécanique quantique. Et actuellement, on est en train de travailler à un article sur l'enseignement de la mécanique quantique en deuxième année d'université. Donc, dans notre groupe, il y a des gens qui enseignent à Lyon 1, l'université Lyon 1, donc la physique quantique en deuxième année. Et donc, ils vont essayer d'appliquer à partir de cette année ce qu'on est en train de mettre en place actuellement. Donc voilà, donc on va soumettre un article d'ici 1 ou 2 mois à la revue Science and Education. Donc voilà, alors je ne sais pas si je suis spécialement ultra qualifié pour parler des limites de la science, c'est ce que nous allons voir. Donc voilà, c'est un sujet qui est très vaste. Donc voilà, enfin, donc moi c'est quand même beaucoup histoire de la physique au XVIIIe siècle, et puis aussi enseignement, et même questionnement autour de la mécanique quantique, donc là c'est-à-dire sciences du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai sûrement pas fait mes 10 minutes. Mais bon, non, tout bien. Voilà, donc je passe. Alors, Jean a rectifié, donc je ne suis pas philosophe, je le redis. Ce qui me vaut cette confusion, c'est que comme j'étais prof de Cagne et que j'enseignais aussi parce qu'on m'avait un peu mis devant l'obligation de le faire, parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait le faire, la discipline qu'on appelle le laïus dans les classes préparatoires scientifiques, c'est-à-dire ce qui s'appelle en fait français-philosophie. Donc tout le monde croit que je suis philosophe, mais je suis simplement philologue, et j'ai enseigné les langues anciennes toute ma vie à peu près, dans les classes préparatoires, alors littéraires cette fois aussi. Voilà. Ce qui me vaut quand même d'intervenir ici, c'est pas tant la philosophie seule, enfin pas seulement la philosophie peut-être, et cette confusion avec la philosophie, c'est aussi que je ne souhaitais pas du tout être prof et pas spécialement littéraire, et que j'étais beaucoup plus, j'avais un esprit plus scientifique, si vous voulez, une tournure plus scientifique, et je voulais être chirurgien, ce qui ne m'a pas permis d'arriver à mon désir, à accomplir mon désir. C'est tout simplement des questions qui étaient des questions financières. Mais j'ai essayé de récupérer, malgré tout, d'une façon ou d'une autre, pour satisfaire ce manque, cette espèce de carence. J'ai essayé de recommencer des études de médecine après l'agrégation. Bon, inutile de vous dire que je ne suis pas arrivé, hein, ça fait très très peu de temps. Et puis, alors là, de façon beaucoup plus continue, j'ai fait des recherches pour une thèse sur l'histoire et la philosophie des sciences, justement sur l'histoire de la chirurgie. Voilà, bon, c'est tout. Hein. Une thèse jamais soutenue, je précise, et un DEA à la Sorbonne, voilà. Alors, je vais essayer quand même de vous parler un peu des limites de la science, hein, et de ce que moi je peux en dire, ce que je pense pouvoir en dire aussi. Voilà. Donc, la science, c'est vrai, a un certain nombre de limites qui sont de nature différente, hein, qui ressortissent à des domaines un peu différents. J'ai pas l'intention de vous faire effectivement un exposé, mais de les évoquer simplement. Je commencerai par quelque chose qui peut-être pour vous va être un peu inattendu, et c'est qu'il me semble que l'une des limites de la science dont on parle assez peu, qui est un peu inattendue effectivement, c'est le statut que la science a dans la société, finalement. Le statut, le rôle qu'on lui fait jouer, et qui dépend, vous le savez, de l'attitude de l'État, d'abord, à l'égard de la science. Hein. La science peut avoir un impact, peut avoir un rayonnement beaucoup plus grand si on lui met à disposition des finances, si on lui met des outils, des moyens de recherche, etc. Donc s'il n'y a pas tous ces moyens, eh bien la science évidemment ne remplit pas son rôle et ne peut pas arriver au bout de ses intentions. Il y a aussi quelque chose qui est assez important à dire maintenant, je pense que vous verrez à quoi je veux faire allusion, c'est que dans certaines sociétés, le magico-religieux est de plus en plus prégnant, et par conséquent, la science n'a plus tout à fait de rôle à jouer, voire aucun rôle à jouer. Et par conséquent, là, la limite de la science, elle est absolue, et il n'y a plus de science du tout dans ce genre de civilisation et de culture. Voilà. Mais ça n'est pas l'essentiel. Les limites de la science, elles se trouvent bien sûr ailleurs, mais je tenais à dire cela parce qu'on n'y pense pas toujours. C'est vrai que les limites de la science, elles ressortissent plutôt au problème de la connaissance. C'est quelque chose qui dépasse largement le problème de la science, le problème de la connaissance, c'est celui aussi de la connaissance philosophique.
Et là, on pourrait évoquer, je crois, des choses qui vont vous sembler peut-être, qui pourraient vous sembler des poncifs si je les énumérais. Tous ceux que l'on peut trouver dans les manuels de philosophie de terminale, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure de votre recherche. Nous, c'est simplement l'évocation de ce qui se passe dans les manuels de philosophie. C'est vrai que c'est tout ce qui concerne les limitations qui sont imparties à la science par tous ces problèmes qui sont celui de la connaissance, le problème de la subjectivité, le problème de la difficulté à se mettre à distance, le problème de l'éloignement de l'objet, etc., etc. Donc vous voyez de quoi je veux parler, et c'est vrai qu'on pourrait aborder plus tard, si ça vous fait plaisir, ce genre de choses, mais je crois que tout le monde connaît à peu près ce genre de réflexion, parce que vous l'avez tous et toutes croisé à un moment quelconque de vos études, je suppose, et même si vous ne l'avez pas croisé à vos études, vous êtes amené un jour ou l'autre à vous poser cette question dans le cadre de vos préoccupations et de vos métiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu bateau. Si ça vous intéresse, on pourra en parler un petit peu plus longuement. Et puis, il y a quelque chose qui est peut-être plus de mon ressort et quelque chose aussi qui est moins peut-être du ressort, effectivement, d'un scientifique pur et dur. C'est le problème de la limitation de la science qui est imposée par l'éthique. Qu'elle s'impose ou qui lui est imposée. Je crois qu'il faut dire les deux. La science ne se trouve pas limitée contre sa volonté, elle est suffisamment consciente d'elle-même pour aussi s'imposer une limitation éthique. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, vous voyez à peu près 19e siècle, le moment où la science est complètement ivre d'elle-même, de sa découverte, de la connaissance, etc., on a tendance à éliminer cette question-là. On a l'impression d'abord que la science peut tout, et qu'on n'a pas à lui mettre des entraves, qu'il faut la laisser aller là où elle veut, et après on verra bien. Hein. Ce qui n'a pas toujours été le cas, et ce qui même n'était pas le cas pendant fort longtemps, parce que la question de l'éthique était quand même au cœur aussi de la science, dans la mesure où la science était la recherche d'une connaissance qui englobait, qui n'était pas simplement consacrée à l'existant, à l'étant, comme on dirait en philosophie, mais qui aussi nécessairement débouchait et devait aller jusqu'à la connaissance de la perfection de l'être, et par conséquent, là on trouvait forcément, fatalement, le problème de la valeur, et donc le problème de la morale et de l'éthique, d'accord ? Bon, donc, au XIXe siècle, c'est sûr qu'on a un peu éliminé cela, mais à notre époque, Dieu merci, on a retrouvé un peu, et même de plus en plus, ce problème-là, et je crois qu'actuellement, vous connaissez tous et toutes des questions qui sont des questions, justement, scientifiques, mais que l'on aborde aussi du point de vue de la morale, et qui, donc, posent des questions sur jusqu'où peut aller la science, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut ne pas faire. Alors, ça concerne bien sûr ce que l'on appelle l'éthique, mais plus spécialement la bioéthique, parce qu'il faut quand même constater que la question de la morale s'applique prioritairement à tout ce qui concerne le vivant, l'humain, hein, de près ou de loin. Hein, pas simplement ce qui concerne la biologie, la bioscience, mais aussi tout ce qui peut toucher d'une façon détournée l'humain, y compris la physique, hein, d'accord ? Donc, on a donc la science, si vous voulez, et se limite par ces questions-là. L'éthique, donc plus particulièrement consacrée, donc qui s'applique plus particulièrement à des problèmes qui sont humains ou qui touchent à l'humain, ressortissent en fait essentiellement deux choses. C'est, on peut dire, les problèmes de l'expérimentation scientifique, hein, et de l'application de la science. En gros, c'est ça. Hein. Application de la science, vous savez très bien que la science peut être, l'application des sciences peut détourner la science de son but. Elle peut la dévoyer complètement. Mais aussi, l'application de la science peut avoir des applications qu'elle n'a pas prévues, qui lui échappent totalement. Vous connaissez les problèmes Nobel,
et sa récupération de sa culpabilité. Vous connaissez les problèmes aussi que peut avoir je sais pas, l'histoire de l'atomisme, enfin, etc., etc. Voilà, d'accord? Donc l'application de la science, mais aussi, je disais, l'expérimentation de la science. Alors là, tout le monde comprend de quoi il s'agit, notamment l'expérimentation sur le vivant. Il y a d'autres problèmes, hein. On en parlera aussi si vous désirez approfondir un peu plus la chose. Expérimentation sur le vivant, qui a été pendant longtemps, je crois qu'on ne le sait pas assez, mais quand on fait de l'histoire des sciences, on s'aperçoit qu'il y a eu une période où les gens étaient peut-être un peu moins sclérosés qu'ils ne l'ont été par la suite. Par exemple, l'expérimentation sur les cadavres était quelque chose qui a été très rapidement admis quand la chirurgie s'est dégagée de la médecine. Saint-Côme et Damien à Paris, on avait droit, dans le collège de Saint-Côme et Damien, donc c'est du XIIIe siècle, hein, on avait droit à plusieurs cadavres par an. Et on pouvait faire de l'anatomie. Donc l'expérimentation sur l'humain mort était admise, je ne vais pas dire parfaitement, mais était en tout cas pas problématique comme elle a pu le devenir après. C'est bien aussi à Bologne qu'on avait des leçons d'anatomie sur des cadavres qui attiraient une foule extraordinaire dans un amphithéâtre qui avait été construit exprès pour ça et qui existe toujours, si vous voulez le voir un jour. Et là, il y avait donc des leçons d'anatomie sur des cadavres, et c'était pas du tout illégal, c'était pas mal vu, c'était pas jugé hérétique, etc. Hein, d'accord? Donc, expérimentation sur le vivant qui s'est faite après, parce qu'on s'est dit quand même que les cadavres c'était bien gentil, mais ça permettait pas de comprendre absolument le fonctionnement, parce que ça marche plus un cadavre, hein. Sauf qu'il y en a quand même qui ont réussi à faire des trucs. Par exemple, Harvey, quand il découvre la circulation sanguine, expérimente sur les cadavres en injectant des liquides de couleurs différentes dans les veines, dans les artères, etc. Et il arrive à déduire à peu près comment ça fonctionne, et puis finalement il expérimente après un peu plus sur le vivant, et il s'aperçoit que c'est bien comme ça. Donc vous voyez que c'est pas complètement négatif. Mais sur le vivant, c'est vrai que ça marche mieux. D'abord parce que le vivant a une réactivité que ne peut pas avoir le cadavre, évidemment. Puis dans l'expérimentation donc du vivant, il y a d'autres problèmes qui se posent. C'est que jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on veut faire n'importe quoi avec les gens, avec les vivants? Alors, comme il faut quand même essayer de se modérer, ben, la première réflexion, c'est le vivant, ça va être l'animal. Le premier vivant que l'on va prendre comme sujet d'expérience, c'est l'animal. L'animal qui a été et est encore un sujet d'expérimentation toujours reconnu, mais qui, vous le savez maintenant, fait vraiment problème. Hein, et qui ne faisait pas problème de la sorte. Et puis après, on s'est dit, bon, ben, il faut quand même passer à la vitesse supérieure, et jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Voilà. Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi? Alors, l'éthique, la bioéthique, donc, a deux buts, je crois qu'il faut dire. C'est qu'elle est, d'une part, normative. Elle nous dit quelles sont les valeurs sur lesquelles on ne peut pas transiger. Par exemple, valeur de la vie, intégrité, identité, etc. Et la bioéthique aussi est prescriptive, c'est-à-dire qu'elle nous dit jusqu'où ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qui est interdit et ce qui est légal. L'euthanasie, est-ce que c'est autorisé? Dans quelles circonstances c'est autorisé? Par exemple, pour les comas dépassés, eh bien, on accepte d'abandonner la thérapie et de prélever, par exemple, des organes. D'accord? Donc on trouve ça pas du tout scandaleux, et pas du tout contre la morale, anti-morale, amorale, immorale, comme vous voulez. Hein, bon. Mais dans un coma prolongé, c'est niet. Parce qu'on avoue par là même l'ignorance que l'on a de cet état, dont on sait que certains se réveillent des mois après. Alors dans quel état? Pas toujours très bien, hein. J'en ai connu qui étaient vraiment pas méconnaissables, mais pas méconnaissables physiquement, hein. Bien autre chose. Bon. Donc voilà, elle nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour cela, pour l'euthanasie et puis pour bien d'autres choses. Alors, il n'y a pas de quiz peut-être ce soir, mais moi j'ai
incidemment et par un hasard total, prévu quelque chose. Je vais vous lire un texte à propos justement de l'expérimentation, parce que vous savez qu'on a pensé à certains moments faire des expérimentations sur des sujets vivants. Vous voyez lesquels? Les prisonniers de guerre ou des prisonniers de droit commun. Hein. Il y a des gens qui ont pensé à cela, justement, et vous allez essayer de me dire, ce sera le quiz du soir, malgré tout, mais il n'y a qu'une question. Hein. Qui a pu écrire ça? Alors, volontairement, je supprime dans le texte des trucs qui pourraient vous mettre sur la voie. Mais, bon, je lis sans micro parce que, bon, j'aime pas tellement les micros. C'est une lettre. Hein. Une lettre à un chef d'État. Je ne dirai pas lequel non plus parce qu'il y en a qui connaissent peut-être. C'est ici que pourrait intervenir très utilement la haute et puissante initiative d'un chef d'État pour le plus grand bien de l'humanité. Si j'étais roi ou empereur, ou même président de République, voici comment j'exercerais le droit de grâce sur les condamnés à mort. J'offrirais à l'avocat du condamné, la veille de l'exécution de ce dernier, de choisir entre la mort imminente et une expérience qui consisterait, alors je ne dis pas quoi, en quoi. Voilà. Moyennant ces épreuves, la vie du condamné donc serait sauve, probablement, parce qu'on lui aurait administré quelque chose qui marche, dit-il. Hein, c'est un scientifique qui pense que son expérience va marcher, et donc va sauver la santé, hein, pas la vie de temps. Mais au cas où elle le serait, et j'ai la persuasion qu'elle le sera en effet, pour garantir vis-à-vis de la société qui a condamné le criminel, on le soumettrait à une surveillance à vie. Tous les condamnés accepteraient, le condamné à mort n'appréhende que la mort. Voilà, j'attache de l'importance à ça. Alors, à votre avis, qui est-ce qui a écrit ça? Je vous mets quand même sur la voie, c'est le 19e siècle, fin 19e. Non? Pasteur? Oui, c'est ça, c'est Pasteur. Pasteur, qui, vous le savez peut-être, dérangeait les voisins par le nombre de chiens qu'il trucidait, ou presque, hein, et ça criait de partout, et les voisins se sont révoltés justement parce qu'il y avait des bruits qui étaient vraiment dérangeants, et pas simplement dérangeants pour le volume sonore, d'accord? Donc c'est Pasteur, et vous voyez que lui ne se faisait pas de scrupules en ce qui concerne l'expérimentation sur l'humain. Il disait, voilà, il y en a qui sont tout désignés, ce qui implique bien sûr, sur le plan éthique aussi, une espèce de hiérarchie de valeurs entre celui qui est censé être innocent et celui qui est criminel ou reconnu criminel. Hein. Donc ce ne sont pas deux humains au même niveau, voilà, très bien, donc il y en a un qu'on peut éliminer sans aucune difficulté. Hein. Voilà. Bon, donc ce sont ces problèmes que l'on peut débattre, si vous voulez, ensemble. Vous pouvez nous poser des questions, voilà. Je voulais rajouter deux ou trois petits points, parce qu'effectivement, je me suis juste présenté, donc j'ai pas... Pour dire qu'à les limites de la science, il y a d'autres façons aussi d'envisager la question, hein, donc à savoir les limites que peut atteindre la science. Est-ce qu'il y a des connaissances qui seront définitivement inaccessibles à l'homme, pour telle raison? Par exemple, je parlais de la mécanique quantique, là c'est un domaine où des limites de la connaissance semblent apparaître. Alors est-ce que ça sera définitif ou pas? Des limites de la science liées à l'instrumentation, au progrès donc technologique, eux-mêmes liés au progrès de la science d'ailleurs. Hein. Donc voilà, éventuellement peut-être des limites intellectuelles de la science. Est-ce que le cerveau humain aura la capacité de connaître, de tout connaître, de tout découvrir dans le fonctionnement de l'univers? Est-ce qu'on a des limites intrinsèques ou non? Ça, c'est des questions auxquelles je ne suis pas du tout philosophe là-dessus, mais enfin, donc on n'a peut-être pas de réponse. Mais enfin, bon, les limites de la science, c'est ça. Il peut y avoir aussi donc d'autres types de limites de la science, donc par rapport à son utilisation dans la société. Hein. Est-ce que la science, est-ce que c'est le remède à tous les problèmes de société ou pas du tout? Hein. Je ne pense pas. On ne peut pas négliger des questions éthiques, etc. Donc voilà. Donc voilà, simplement pour dire d'autres approches possibles sur la question, les limites de la science, qui est une question qui est extrêmement vaste et qu'on ne pourra vraiment pas couvrir aujourd'hui dans toute son extension.
Oui, on pourrait faire une année sur la question. Oui, tout à fait. Dans nos cafés, on n'a pas pour vocation de résoudre des problèmes qui sont des grands problèmes qu'on aborde et qui sont difficiles. C'est juste d'en parler et de se faire une idée de ce qu'on peut en penser et de ce qui est logique d'en penser. Moi, j'ai vu déjà deux aspects bien différents, hein, ce que vous avez dit. Enfin, je voudrais couper en deux aspects différents. Il y a l'aspect de la science par rapport à l'homme, l'éthique, la société, et puis les problèmes intrinsèques à la science elle-même, qui sont des problèmes liés à la physique, au réel, et à la structure de notre esprit, peut-être, qui nous donne pas accès à toutes les structures du monde dans lequel nous vivons, ou de l'univers dans lequel nous vivons. Bref, ça c'est une petite remarque pour lancer le débat. Qui veut poser la première question? C'est toujours la plus dure. Qui est habituellement notre premier questionnaire. Merci. Ah oui, avec un fil. Oui, alors pour les limites de la science, c'est assez intéressant parce que là, il y a peu de temps, c'est assez contemporain, puisque on a détecté, en guillemets, quelque chose qu'on pensait impossible à détecter, en tout cas Einstein on pensait que c'était absolument impossible, c'est les fameuses ondes gravitationnelles. C'est assez amusant parce que c'est vraiment quelque chose, on pensait que rien n'avait une limite. Einstein pensait que c'était absolument impossible de pouvoir voir cette variation quasiment d'une finesse qui est... Voilà. Alors que maintenant, c'est quand même une prouesse technologique de faire des sortes de Michelson absolument incroyables, où on arrive à détecter quelques milliardièmes de taille d'un atome, ce qui paraît même actuellement encore absolument incroyable. Donc en fait, on a quand même franchi des choses qui sont absolument... c'est assez phénoménal. On voit très bien qu'il y a 70, à peine un siècle, on pensait que c'est absolument impossible, et on y arrive. Est-ce qu'en fait, on n'a pas de limite plutôt par rapport à notre esprit? Là, on voit maintenant, on essaye de fusionner, on parlait de physique quantique avec la relativité générale. Est-ce que notre limite n'est pas aussi une limite de la pensée? On voudrait avoir une équation absolument magnifique, très très belle, élégante. On dit que une équation mathématique marche bien quand elle est élégante, ça c'est bien. Mais justement, ce que c'est peut-être pas aussi un souci, c'est que peut-être qu'elle n'existera jamais parce que, comme dira d'ailleurs un célèbre physicien connu, Aurélien Barraud, il n'y a peut-être pas justement d'élégance et d'une équation unique. On a le cas de la physique quantique d'un côté, on a deux mondes, un nombre microscopique et macroscopique. On va essayer de lier les deux par quelque chose d'élégant, mais c'est peut-être justement une limite de notre esprit. On veut s'enterrer ou plutôt vers cette idée-là, et en fait, c'est peut-être différent. Parce que cette limite de la science, c'est peut-être ce que vous disiez, c'est peut-être aussi la limite de notre pensée, où on est des humains, on a une structure de pensée particulière, le fait d'être humain, et c'est peut-être la limite, c'est notre structure de pensée. Voilà. Donc, alors, effectivement, alors est-ce que c'est les problèmes du cerveau humain ou autre? Mais enfin bon, le problème de la connexion entre la théorie de la relativité générale d'une part et la théorie de la mécanique quantique d'autre part, qui est un problème derrière lequel on court depuis des dizaines d'années, quoi, en fait. Hein. Je pourrais dire presque depuis cette révolution scientifique qui a été l'œuvre du début du XXe siècle, hein, donc, puisque les deux grandes théories de la physique moderne, donc la relativité générale, est apparue à peu près au moment de la Première Guerre mondiale, hein, donc voilà, 1916. Puis la mécanique quantique s'est développée donc progressivement, à partir très timidement, à partir des premières années du XXe siècle, l'effet photoélectrique, le rayonnement du corps noir, la constante de Planck, et puis surtout dans les années 1920, donc avec ce point d'orgue qui est l'établissement véritable de la théorie quantique, d'une part par Werner Heisenberg en 1926 et par Erwin Schrödinger en 1927, hein, donc la mécanique des matrices d'un côté, la mécanique ondulatoire de l'autre. Donc est-ce qu'on arrivera à solutionner ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura aussi une nouvelle révolution scientifique, hein, pour reprendre un peu les théories de Thomas Kuhn. Donc une révolution scientifique comme celle qui a eu lieu au XVIIe siècle ou celle qui a eu lieu au début du XXe siècle, où en guise d'unifier les théories, peut-être qu'on aura un nouveau concept, un nouveau cadre théorique, un nouveau cadre scientifique qui va apparaître, qui va constituer une rupture avec la science
telle qu'elle évolue depuis les années 1920, ça c'est difficile à dire. Hein, mais... Donc effectivement, ce qui est certain, c'est que la physique, donc elle a connu une grande révolution entre 1900 et 1930, et depuis, on progresse à partir de cette base, donc ce qu'on appelle une science normale, toujours dans les théories de Kuhn, la structure de révolution scientifique. Donc voilà. Oui, il faut savoir quand même que notre cerveau est utilisé qu'à 10% pratiquement de ses capacités. Et donc on a encore une marge de progression en la matière. Hein. Il faut penser aussi que de toute façon, il y a des tas de choses qui entrent, des paramètres qui vont entrer en ligne de compte, et qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne mesure pas. Il y a quelque chose à ce propos auquel je repensais, c'est aussi le phénomène, alors vous avez parlé des outils, hein, c'est vrai que la science et la découverte scientifique et la connaissance scientifique construit ces outils, mais aussi dépend des outils qu'on construit également pour d'autres choses parfois et pour rien. Hein. Vous savez très bien que ces outils, si on ne les a pas, il y a des tas de choses que l'on ne peut pas découvrir. Même si par moment il suffit de les concevoir et de les représenter, de les imaginer. Il y a quelque chose donc, qui est intéressant aussi, c'est de voir le rôle du hasard. Moi je trouve qu'en science on ne parle pas assez, on a l'impression qu'on cadre tout, qu'on tient tout bien en main, que tout est programmé, prévu, prévisible, etc. Mais vous savez très bien que le hasard joue aussi un rôle. Et qui sait si... Pour l'instant, on ne sait pas faire telle chose, mais on ne va pas peut-être par hasard rencontrer quelque chose, une nouvelle discipline, aussi un nouveau domaine de la connaissance qui va éclairer quelque chose qui était une impasse pour le moment. C'est vrai ? Le hasard a été un des premiers cafés Sciences et Philo que nous avons traité quand nous étions au café chez les filles. Ouais. Et c'est un sujet qu'on va retraiter parce qu'il y a des sujets comme ça qu'on peut prendre plusieurs fois. Donc le hasard en fait intégralement partie. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que les outils, les machines, et notamment l'intelligence artificielle, est un moyen de repousser les limites de la science ? Tu réponds ou je réponds ? Écoute, on va compléter. Bon, l'intelligence artificielle, moi je ne suis pas scientifique au point, ni technicienne au point de pouvoir juger exactement ce que ça peut faire ou pas faire, mais simplement comme ça, de manière tout à fait théorique et conceptuelle, je me dis que ça fait ce qu'on lui fait faire en partie, en grande partie. Je ne sais pas si on peut imaginer que cette intelligence a une capacité de créativité, si, je ne sais pas, elle en a peut-être, vous allez me le dire. Je sais qu'elle en a un petit peu, mais est-ce qu'elle en a autant que l'humain ? Bon, peut-être pas. Je ne sais pas si cette intelligence est capable justement d'adaptation, etc. Bon. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce que ça va vraiment faire de l'ombre et mettre sur la touche l'humain ? Je n'y crois pas complètement. Non. Ça va certainement peut-être nous émoustiller et nous obliger à l'écart, mais c'est quand même nous qui la créons. Donc si on en a marre, on la squeeze, et puis voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le même avis à côté de nous. Oui. Pas tout à fait, on peut pas prédire, mais il est tout à fait possible, si en tout cas on considère que le cerveau humain c'est aussi une sorte d'immense machine, un immense ordinateur, il n'est pas inconcevable qu'on puisse créer des structures d'intelligence artificielle qui soient plus intelligentes et plus douées que nous. Enfin je ne sais pas, mais dans l'avenir, au cours des décennies et des siècles, c'est pas impossible. Donc le problème, c'est que si des structures intelligentes, artificielles sont capables de faire certaines sciences, est-ce que nous, on aura accès à cette science ? Après, il y a même de possibles dangers au niveau de la société. Peut-être qu'on peut jouer avec les apprentis sorciers si jamais on donnait vraiment naissance à des structures intelligentes artificielles qui nous dépassaient beaucoup. Mais bon, ça, je ne sais pas. Hein. Mais par contre, j'irais pas dire qu'a priori, l'intelligence artificielle n'atteindra jamais l'homme. Il y a des progrès spectaculaires qui ont été faits. On voit pour les jeux d'échecs ou pour le jeu de Go, on voit bien qu'il y a quand même des progrès spectaculaires qui sont faits. Alors il y aura peut-être des limites aussi qui peuvent être liées même à la limite du microscopique, hein, aux limites de la mécanique quantique. On parle beaucoup d'ordinateurs quantiques. Mais il y a des gros obstacles liés au phénomène de décohérence
qui existent, donc on ne sait pas si en définitive on pourra vraiment faire des ordinateurs quantiques, et puis donc la miniaturisation, jusqu'où on va pouvoir aller. Là on travaille au niveau du microscopique carrément, on travaille au niveau des atomes maintenant, hein. Donc peut-être qu'il y aura des limites pour l'intelligence artificielle aussi, mais ça je ne sais pas, la question est ouverte, hein. J'ai entendu une annonce il y a quelques jours, ou une semaine ou deux, pas plus, et je ne sais plus quelle société, c'est peut-être Google, mais j'en suis pas sûr, qui a annoncé avoir créé un ordinateur intelligent, donc qui lui-même a recréé une intelligence supérieure à ce qu'elle était. Oui, c'est Google, effectivement. D'ailleurs, ils ont même fait autre chose, c'est qu'ils ont même battu l'intelligence artificielle il n'y a pas longtemps. Jusqu'à maintenant, les intelligences artificielles étaient obligées de donner les règles du jeu. Alors, donner les règles du jeu, et ensuite, on montrait aux grands maîtres pour les échecs comment ils travaillaient. Donc, ils s'inspiraient de là. Maintenant, il n'y a plus besoin. L'intelligence artificielle, la dernière, qui s'appelle AlphaZero, c'est ça. Vous lui donnez la règle du jeu, c'est terminé. En 4 heures, elle trouve, en 8 heures, elle bat tout le monde. En quelques heures supplémentaires, elle bat la plus puissante intelligence artificielle créée pour les échecs. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a plus besoin maintenant de regarder comment font les autres. Une règle lui suffit pour connaître pratiquement toutes les possibilités imaginables. Ça, c'était fait il n'y a pas longtemps. Il y a aussi autre chose qui est assez amusant. Il y a pas longtemps, il y a eu un article. Il y a des intelligences artificielles qui communiquaient entre elles, en fait, plus avec les informaticiens. Et soudainement, les deux intelligences artificielles se sont amusées à communiquer entre elles, mais elles ont changé leur code. Ils ne pouvaient plus du tout. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient entre elles, et donc du coup, ils ont débranché. Elles se parlaient toutes seules. Donc je trouve que c'est très intéressant. Enfin, ça peut être très intéressant, pour certains, ça peut faire très peur. On est qu'en 2017. Imaginez, en 2025-2030, c'est quand même c'est tôt. Là, on est encore en intelligence faible, mais je pense que dans 20 ans, on va être en intelligence forte. Ça va vraiment aller très très vite. C'est bien pour ça qu'au niveau des États, et puis au niveau de l'enseignement, ça va avoir un gros problème. Au niveau des métiers, ça va vraiment évoluer, complètement changer. Je pense que là, on arrive on est en 2018, bientôt 2020, il va y avoir vraiment une société qui va arriver très différente, des intelligences artificielles de partout, les voitures vont commencer, ça va être complètement intégré, nos téléphones aussi. Je pense que là, on a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Alors justement, à la limite, là, l'être humain, je ne veux pas faire du Laurent Alexandre, hein, mais on est en début d'une révolution et il risque d'avoir un choc entre les humains d'un côté, et effectivement, faire travailler des intelligences artificielles, on sait très bien, ils ont fait il n'y a pas encore longtemps, avec des radiologues, ils ont pris les 20 meilleurs radiologues au monde, ils ont mis des plaques, et puis une intelligence artificielle. Ah oui, les radiologues, ils ont mis, en bout de quelques jours, ils ont tout trouvé. Sauf que l'intelligence artificielle, en 2 heures, elle a trouvé, mais elle a trouvé aussi des choses qu'aucun n'avait trouvées. C'est-à-dire que dans 15 ans, il ne faudra plus être radiologue. Ça ne sert à rien, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec un banquier, et pareil, dans sa banque, il ne recrute plus parce que maintenant, ils utilisent des systèmes d'intelligence aussi pareil artificielle, justement, pour des crédits et tout ça. Ils font les calculs, maintenant, c'est des machines. Donc, je pense qu'il va y avoir une révolution dans une dizaine d'années, et l'être humain, et la limite de l'être humain, c'est que, bon, nous, on est là depuis pas si longtemps que ça sur Terre, mais quand même quelques centaines de milliers d'années, l'homme a 200 000 ans, 300 000 ans, l'homme moderne. Un ordinateur, un robot, une intelligence artificielle, en quelques mois, quelques années, elle progresse à une vitesse incroyable, alors que les neurones existent depuis 500 millions d'années, hein, c'est pas vrai ça. Donc voilà, oui, au Cambodge, quoi, si je me rappelle au Cambodge. Donc voilà, donc la vie a mis énormément de temps à évoluer, alors que l'intelligence artificielle, on voit que le progrès est absolument énorme, et effectivement, ça peut faire un petit peu peur. Donc je pense qu'il y aura une révolution, et là, je suis pas tout à fait d'accord. Je vais redonner la parole à Mireille, elle va nous remettre un peu sur les pieds sur terre. Tu as quand même dit dans ton intervention que l'homme avait la prise. Il ne faut pas la lâcher. Oui. Non, mais j'ai dit, moi je veux bien croire que l'intelligence artificielle a des capacités que l'humain n'a pas, ou tout au moins qu'il ne montre pas pour l'instant. Mais en tout cas, pour le moment, c'est l'homme qui a quand même encore la maîtrise. Et s'il s'aperçoit que ça va un petit peu trop loin, il est peut-être aussi capable de dire non. Moi, je suis pas aussi optimiste. Mais bon.
Mais enfin après, il y a quand même vraiment une question éthique, c'est une question sociale fondamentale. Hein, malheureusement, l'économie fonctionne, j'allais dire, un peu en mode automatique, donc ça va fonctionner tout seul, tout ça. Il y aurait quand même des sérieuses questions de société et d'éthique à se poser au niveau des États et au niveau mondial, hein, carrément. Parce que là, effectivement, il y a des risques considérables qu'on n'a jamais vus jusqu'à présent dans l'histoire, hein, pour les prochaines décennies. Avec la crypto-monnaie aussi, les risques commencent à apparaître. C'est là où la science devient quelque chose qui est assez effrayant, dans la mesure où elle peut servir des intérêts qui sont des intérêts hégémoniques, des pouvoirs qui sont des pouvoirs complètement totalitaires, etc. Et c'est sûr qu'il faut bien savoir où on va, et il faut être assez lucide sur ce qui risque de se passer. Tant qu'on a encore la possibilité de freiner. Parce que si après on l'a plus, ben, tant pis pour nous. Et l'histoire nous a montré que l'homme savait toujours être raisonnable. Pour l'instant, il y en a toujours, je ne dirais pas l'homme en général, mais il y a toujours des hommes qui sont assez raisonnables. Bon, il y a toujours des gens qui arrivent effectivement à reprendre un petit peu les rênes en main. Mais dans quelle mesure vont-ils pouvoir convaincre les autres? Ça, je ne sais pas. Après, lorsqu'on est là, on arrive aussi aux questions du transhumanisme, du post-humanisme, des choses comme ça. Hein. Est-ce que l'intelligence humaine va évoluer? Est-ce qu'on va pouvoir la faire développer artificiellement, etc. Bon, bah, là aussi, c'est des questions qui sont ouvertes pour les prochaines décennies. Et dans ces perspectives un peu... Petite question. Bonsoir. Est-ce que vous savez si la science arrive à expliquer la radiesthésie? Sincèrement, je suis pas du tout qualifié pour répondre à ce type de questions. Hein. Là, j'en sais pas plus. Non, désolé. C'est quoi la radiesthésie? Ouais, ce sont les personnes qui arrivent à trouver des réponses avec un pendule, par exemple. La profondeur d'une source, ou même retrouver un objet ou quelqu'un avec simplement une carte. Il y avait le physicien Yves Rocard dans le temps qui s'occupait un peu de sorcellerie. Il y a donné ça. Le père de l'homme politique. Bon, maintenant, ça c'est des questions plutôt délicates. Jean? Oui. Moi, j'aurais pas une réponse complète sur le problème de la radiesthésie, mais je voudrais rappeler quand même une chose, c'est que la science, c'est pas que la connaissance, c'est surtout une démarche, c'est surtout une méthode. C'est une méthodologie, donc un procédé qui est censé vous libérer justement de l'influence de la croyance, des biais expérimentaux, etc. Et à ma connaissance, tous ces phénomènes, type radiesthésie, coupe-feu, etc., ont énormément de mal à résister à des protocoles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas, mais par contre, on peut généralement dire qu'ils n'arrivent pas à se soumettre à des protocoles. Donc c'est un peu leur principale difficulté, c'est qu'on ne peut pas les classer dans quelque chose de prouvable, parce que généralement, elles n'arrivent pas à se contraindre à des protocoles. Mais comme on ne peut pas prouver l'absence, on ne peut pas conclure. Mais ce n'est pas le rôle de la science de conclure. Le rôle de la science, c'est de mettre en place des protocoles et de mettre en place des démarches qui, normalement, ne sont pas dépendants de l'expérimentateur, des idées qu'on peut avoir, etc. Donc, pour l'instant, ces phénomènes-là, on ne peut pas prouver leur absence, parce que ça ne se prouve pas, mais ils sont extrêmement réfractaires, généralement, au protocole qu'on met en place. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas les classer dans des phénomènes prouvables, puisque généralement, quand on les confronte à des protocoles, ça fonctionne assez mal. Donc voilà, c'est test double aveugle, les trucs, etc. Généralement, là, ça fonctionne assez mal, voire pas du tout.
Voilà, donc c'est un petit peu, même si on ne peut pas de facto prouver l'absence. Dans une théorie scientifique, il faut qu'elle soit reconductible quel que soit l'endroit et le moment, c'est-à-dire que ça marche à tous les coups, tout le temps, une thèse scientifique. Ce qui n'est pas le cas obligatoirement dans ce genre de phénomène, c'est-à-dire n'importe qui ne peut pas faire la même expérience, n'importe où et avoir le même résultat. Donc il n'y a pas d'universalité dans la démarche, même si on peut voir des cas, ces cas ne sont pas reproductibles systématiquement. J'aurais une question par rapport à la, si vous permettez, une question par rapport à la physique quantique. Je crois que c'est Friedman, mais bon, je ne suis pas sûr, c'est pas grave, qui disait que si on comprenait la physique quantique, c'est que justement on n'avait rien compris. Et alors, il n'a pas dit comme ça mais exactement, mais bon, il voulait dire ça en tous les cas. Feynman. Et ma question est justement, dans la physique théorique, ou en sciences en général, la physique théorique, est-ce qu'on n'a pas atteint un niveau tel que notre cerveau n'a plus la possibilité de se représenter ce que l'outil mathématique qu'on a créé est capable de calculer? On veut se représenter la mécanique quantique, on peut pas se faire une image de la mécanique quantique au niveau du cerveau, donc on applique des formules, on applique des calculs, voilà, mais on ne peut pas se représenter les phénomènes au niveau quantique, puisque ça n'a rien à voir, les phénomènes au niveau macroscopique n'ont rien à voir avec notre expérience quotidienne. C'est un tout autre univers auquel, a priori, on peut accéder que de manière très partielle, en tout cas selon la théorie quantique, interprétation de Copenhague et choses comme ça, interprétation standard de la mécanique quantique, puisque pour tout ce qui est le monde microscopique, on ne peut pas accéder directement au phénomène, puisque chaque mesure, chaque observation qu'on veut faire, quand je dis microscopique, c'est pas au niveau des microbes, hein, c'est au niveau atomique, subatomique, etc. Hein, c'est vraiment au niveau des angstroms, 10 puissance moins 10 mètres, des choses comme ça. Donc toute observation perturbe les phénomènes, change complètement les phénomènes. Donc théoriquement, pour la mécanique quantique, et ça devrait être, pour la théorie quantique, ça devrait être valable pour tous les phénomènes, même pour les phénomènes macroscopiques, il y a une équation de la dynamique, l'équation de Schrödinger, qui est censée diriger l'évolution de tous les phénomènes quantiques et qui théoriquement devrait s'appliquer à l'ensemble de l'univers. Elle ne s'applique manifestement pas à notre échelle, parce que sinon on aurait des phénomènes de superposition quantique, on ferait plein de choses à la fois, on sera à plusieurs endroits à la fois, ce qui n'est pas le cas dans le monde macroscopique, contrairement à ce que voudrait cette équation de Schrödinger. Par contre, suivant les axiomes de la mécanique quantique, dès que l'on fait une observation d'un phénomène microscopique, donc la fonction d'onde de Schrödinger, son évolution dirigée par l'équation de Schrödinger exactement, elle est supprimée brutalement parce qu'on appelle le postulat de la mesure. Donc la diversité, la superposition des états qui caractérise par exemple un électron, donc qui est dans plusieurs états à la fois au même moment, dès qu'on essaie de l'observer, il est réduit à un seul de ces états, donc un état qu'on appelle un état propre de l'observable que l'on observe. L'observable, c'est un opérateur mathématique qui correspond à la grandeur physique que l'on observe. Alors dès qu'on rentre dans le monde de la mécanique quantique, tout change, on n'a plus les grandeurs physiques, maintenant elles sont caractérisées par des drôles de structures mathématiques qui sont des opérateurs hermétiques dans un espace dit de Hilbert. Donc c'est tout à fait, c'est des choses qu'il n'est pas possible de se représenter. Donc sauf du point de vue purement logique, purement mathématique. Donc là c'est certain qu'on arrive. Déjà, avec la relativité, en particulier la relativité générale, ça commençait à devenir difficile. Il y avait déjà des choses qui échappaient à toute possibilité de représentation. Mais alors, avec la mécanique quantique, c'est encore bien pire. Et la mécanique quantique a quand même la propriété de ne jamais avoir été prise en défaut sur des milliers et des milliers, voire des millions de tests qu'on a pu y faire passer. Voilà. J'ai ma réponse, merci. Est-ce que l'une des limites de la science ne réside tout simplement pas aussi dans le fait que la science n'est pas accessible au commun des mortels? C'est vrai que c'est souvent très compliqué et du coup ça peut être un frein aussi.
met une limite du point de vue du progrès de la science ou une limite sur l'impact de la science dans la société Les deux, en fait. Oui, les deux. Oui, bah, ça oui. Bah, bon. Alors ceci étant dit, il faut quand même dire qu'au cours des dernières décennies, le nombre de chercheurs scientifiques a quand même explosé, de même que le nombre d'étudiants, de gens qui ont des diplômes, y compris des doctorats, a considérablement progressé quand même au cours des dernières décennies. Hein. Il y a plus de chercheurs qu'il n'y en a jamais eu. Bon, est-ce que ça ne permet pas pour l'instant de résoudre certains types de contradictions comme celles qui existent en physique depuis des décennies entre la mécanique quantique et la relativité générale? Bon, maintenant, il y a certainement beaucoup de possibilités. Je pense que beaucoup... de toute façon, est-ce qu'il est souhaitable que tout le monde fasse de la science? Moi, pourquoi pas, hein. Moi, je pense que moi, personnellement, je suis tout à fait favorable à ce que le savoir scientifique, même au plus haut niveau, se répande auprès de plus de gens possible. Maintenant, est-ce que ça change? Après, c'est des limites sociales de la science, ça, je veux dire. Oui, mais ce que tu dis, Aïcha, je pense que c'est Aïcha qui dit, oui, vous n'avez pas vu. C'est vrai que c'est quelque chose aussi à quoi je suis assez sensible. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une espèce comment dire, d'hermétisme du monde de la science, hein, et d'élitisme aussi, parce qu'il y a les deux. Hein. C'est quelque chose qui semble se pratiquer qu'entre gens initiés, auquel on a beaucoup de peine à accéder, dans lequel on a beaucoup de peine, et de plus en plus de peine à comprendre. Par exemple, même en médecine, dans la physiologie, plein de l'endocrinologie, etc., il y a des choses extrêmement compliquées qui deviennent... Avant, on avait l'impression de comprendre assez facilement la médecine. Maintenant, plus du tout. Il y a des domaines de la médecine où on est vraiment perdu, parce que ça fait appel à des tas aussi d'autres domaines de la science. Et c'est aussi élitiste, et c'est tellement vrai que dans l'éducation nationale, ou pas nationale, pourquoi pas, dans la formation des jeunes, depuis des décennies, on nous a déjà bien assez bassinés pour nous dire que si on était un bon élève, ou si on voulait être un bon élève, etc., ou si on voulait réussir dans la société, il fallait faire des sciences, et qu'en dehors de la science, pas de salut. Pas de salut social, pas de salut, en tout cas, pour arriver. Bon. Et je trouve ça un peu dommage qu'on ait à ce point scindé les cultures. Parce qu'il me semble que ce que je disais sur le problème de l'éthique peut s'élargir à un problème de la réflexion générale. Il faut que la science aussi réfléchisse à elle-même. Il faut que les littéraires aussi intègrent un certain nombre de données de la science moderne, hein, pour qu'ils soient dans le monde aussi, puis qu'ils comprennent ce qui leur arrive et ce qui va arriver à la société. Donc, c'est sûr que la limite de la science, c'est aussi cette espèce d'hermétisme. On a l'impression que les scientifiques sont des espèces, quand je parle d'élitisme, sont des espèces de démiurges, ou en tout cas, comme aurait dit Jean d'Ormesson, prennent langue avec les dieux, discutent avec les dieux. J'aime bien l'expression prendre langue avec. Prennent langue avec les dieux, discutent avec les dieux, voilà. Et puis les autres, eh ben, c'est les pauvres types qui ne comprennent rien. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est sûr que ça n'est pas très encourageant pour aller voir. Il y a des gens comme ça qui sont rebutés par ça. Parce que... Et là où ça devient dangereux, c'est que justement, il y a beaucoup de politiques qui ne comprennent pas grand-chose à la science. Or, ce sont les politiques qui quand même font les lois, gouvernent, et du coup, ça peut être un frein. Là aussi. Alors, je ne sais pas si je peux rebondir. Enfin, je suis assez d'accord. Je suis très d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un déficit de culture humaniste. Je pense que c'est tout à fait faux et erroné de vouloir opposer d'une part une culture scientifique et une culture littéraire. Je pense que tout le monde devrait avoir accès à une double culture, à la fois scientifique et littéraire. Science sans conscience, disait Rabelais, n'est que renouer l'âme. Bon, alors à part ça, concernant les limites de la science aussi, il y a en fait, hormis une formation scientifique générale, c'est qu'après, la science au niveau de la recherche, maintenant, c'est de plus en plus vraiment un domaine de spécialistes. Il y a tellement de publications, il y a des milliers d'articles qui sont publiés dans des revues scientifiques chaque année. Donc après, chaque chercheur devient un ultra spécialiste. Hein. Même un physicien n'a pas du tout la même culture en physique qu'un autre physicien qui travaille dans un autre domaine, ou même dans un domaine proche. Ça, c'est un peu... C'est nécessaire, c'est normal en raison de l'extension de la science. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec le fait que tout le monde, enfin autant que possible, il faudrait répandre le développement d'une double culture dans les formations, et pas seulement jusqu'au niveau du baccalauréat, mais après aussi. Ce que tu dis de la spécialisation,
moi je le vois aussi dans le domaine de la médecine, donc il y a une telle spécialisation dans les domaines médicaux que ça en devient par moments un peu aussi dramatique, parce que quand on n'est plus capable de faire le lien avec l'autre spécialité, qu'on voit les choses et l'homme et l'humain que par le petit bout de la lorgnette, hein, finalement, on arrive à passer à côté de choses. Et c'est pas étonnant que de plus en plus se développe une médecine que l'on appelle holistique, HO, hein, pas holistique, mais holistique, celle qui prend en compte la totalité des phénomènes humains, en fait, de ce qui concerne l'humain, et où on essaie de revenir justement à quelque chose qui embrasse un peu toutes les spécialités. D'ailleurs, les meilleurs médecins, je suis désolée de le dire, les meilleurs médecins sont les médecins qui sortent de leur spécialité. Parce que si vous allez chez le dermatologue qui voit que les boutons que vous avez, le psoriasis, les dartres ou je sais pas quoi, mais qui ne va pas enquêter sur bien d'autres domaines qui peut-être vont donner la solution, eh bien, il ne l'aura pas non plus. Moi, je suis frappée, par exemple, en ophtalmologie, le nombre en ophtalmologie de nécessité de connaître des tas d'autres choses qui ne sont pas du domaine spécifique de l'ophtalmologie pour comprendre pourquoi on a une tache rétinienne ici, on a ceci ou cela, c'est quand même quelque chose qui nous prouve que la spécialisation elle a beaucoup d'avantages parce que ça permet d'aller très loin dans le domaine où on est, mais ça aussi nous prive d'un stade d'autres enfin ça nous prive d'éclairage, si vous voulez, et peut-être de solutions. Mais est-ce que c'est pas la même chose dans les sciences humaines? Je veux dire, il y a de moins en moins de pensée globale, on est de plus en plus sur des... C'est un peu, ça suit un peu le même, je veux dire, le même parcours que des sciences. Alors je sais bien qu'on ne peut plus être encyclopédiste, hein. Je sais bien que Pic de la Mirandole c'est foutu depuis longtemps, et que maintenant, si on veut progresser, effectivement, il faut quand même creuser son sillon bien comme il faut, mais il faut bien ouvrir aussi les yeux, et bien ouvrir le regard. Alors on ne peut pas être à la fois rhumatologue, endocrinologue, je sais pas quoi, bon, ou cardiologue ou anesthésiste, j'en sais rien, mais il faut quand même essayer aussi, quand il y a un problème, d'aller voir ailleurs. Est-ce que justement, c'est peut-être pas la revanche des sciences humaines dans les années à venir, justement peut-être dans une certaine mesure, par rapport à justement à toutes ces je suis pas scientifique du tout, alors je le dis avec plaisir peut-être, mais de se dire que finalement, on aura besoin d'excellents scientifiques, mais peut-être pas autant besoin, puisqu'il y a toutes ces recherches, toute cette intelligence artificielle qui fait que peut-être ça sera obsolète, beaucoup de choses, ou en tout cas superflu toutes ces recherches, et qu'au contraire, on aura peut-être besoin de plus de sciences humaines pour justement penser la société et penser peut-être ses limites, et voilà. Après, je ne vois pas bien quel modèle économique on peut y mettre derrière, mais voilà. Voilà, mais en fait, bon. Jean. Oui. Oui, alors je voudrais pas vous inquiéter, mais à la limite, je vois pas pourquoi, si l'intelligence artificielle peut traiter des problèmes scientifiques, elle peut pas traiter des problèmes philosophiques. A priori, à mon sens, il n'y a aucune raison particulière, puisque si on dit elle progresse parce qu'elle a la capacité, généralement c'est ce d'extraterrestres, etc. Il va leur arriver des tas d'aventures, et évidemment ils prennent des raclées systématiquement, et parce que dans le vaisseau, vous avez le groupe des mathématiciens, le groupe des physiciens, le groupe des trucs, et ils ont fait venir un scientifique que personne ne connaît, qui fait du nexialisme, et le nexialiste, il est par définition spécialiste en rien, et son savoir-faire, c'est d'apprendre et de faire collaborer les différentes spécialités. Et donc, ils vont évidemment sauver les situations grâce à ça, parce qu'il va réussir à, entre guillemets, agréger les différents domaines. Et puis, je suis aussi assez optimiste par le fait que notre café s'appelle Science et Philosophie. C'est peut-être justement parce qu'on a envie de mélanger les deux domaines. Si Fabrice veut répondre une réponse courte, parce qu'après, alléluia, Jacques est arrivé. Oui, j'ai vu. Donc on lui donnera la parole. Donc à tour de rôle, Vas-y.
Non, la seule chose que je voulais dire, c'est qu'une science qui serait faite par les machines, après, ça serait plus une science humaine. Je pense que la science a quand même une finalité qui est quand même de servir le bien de l'homme. Après, une science ça serait extrêmement dangereux. Ça serait plus la science de l'homme, ça serait la science d'une espèce de machine. Ça serait vraiment tout à fait autre chose, et ça nous échapperait. Donc, ça, c'est une question sociale qui est majeure. C'est pour ça que je me disais que peut-être réintroduire ça peut-être en dimension éthique par rapport dans les études, mais après effectivement je peux concevoir qu'il y ait des recherches scientifiques qui fassent que peut-être on envisage des machines qui sont capables de penser de penser l'éthique. Enfin je sais pas, j'ai du mal à imaginer ça, mais pourquoi pas. Mais est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a déjà des prémices dans ce sens? Enfin, je sais pas, c'est possible, mais enfin, ce que je veux dire, enfin moi, je sais pas, enfin pour moi, la science, c'est d'abord quelque chose de passionnant, c'est une aventure humaine passionnante, pour ceux qui la pratiquent, enfin en tout cas moi, je ressens ça comme ça. Donc une science qui serait faite par des machines, on voit pas l'intérêt, quoi, je veux dire, ça nous échappe totalement. Enfin, c'est comme une science qui serait faite par des extraterrestres et tout, ça serait pas notre science, ça serait autre chose. Ça serait de la science. La science, oui, mais la science d'autre chose, la science d'une autre espèce, la science d'une espèce de robot, mais ça serait... Ben oui, mais c'est de la science tout de même. Peut-être, mais pas la science de l'homme. Eh ben oui, mais de la science tout de même. Oui, mais pas pour nous. Et alors, comment la verrait-on justement? C'est pas une science... Mais la science de l'homme, ça serait une science de quoi? Des machines? Si on considère vraiment des machines qui seraient intelligentes, plus intelligentes que nous, plus performantes que nous, ça peut arriver. Oui. Mais si nous, on n'a pas accès à la compréhension de ces machines, ça nous échappe totalement. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. La science, c'est quand même le plaisir de comprendre pour l'homme aussi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je ressens les choses. Oui, c'est un peu ce que je voulais dire. Est-ce qu'on se satisferait, est-ce que l'humain se satisferait justement de cela? Est-ce qu'ils sont contents de ce qu'il attend Allez, la deuxième fois qu'on repose une première question. On a parlé tout à l'heure des limites qu'on devrait poser à la science en matière d'éthique. Il y a en ce moment des comités d'éthique qui travaillent sur certains thèmes qui viennent d'être exposés. Dans l'avenir, avec les galops de l'intelligence artificielle qui risquent de nous dépasser rapidement, à votre avis, qui devrait prendre les décisions de mettre des limites, d'imposer des limites dans le domaine de l'éthique? Le législateur, le grand public, voilà. Nous, les scientifiques eux-mêmes? Moi, je ne peux pas répondre directement. Enfin, il est quand même évident que c'est une question qui se pose au niveau mondial, de toute manière. Ce n'est pas au niveau d'un État qu'on va... Enfin, je ne dis pas qu'on ne puisse pas essayer, mais que c'est quand même pas au niveau d'un État qu'on peut... C'est vraiment une question mondiale qui concerne vraiment... Oui, mais quelle catégorie moi, je pencherais plutôt pour le scientifique, c'est-à-dire le connaisseur, celui qui sait jusqu'où on peut aller, jusqu'où les dérives peuvent aller, mieux que quiconque. Là, moi, je suis plus de chance. Là, moi, je me méfie du scientifique parce que le scientifique, il a une vision, il est très né dans le guidon, et je ne pense pas qu'il ait une vision vraiment d'ensemble. La plupart des scientifiques n'ont vraiment pas une vision d'ensemble des problèmes scientifiques, à mon avis. De ce point de vue, les philosophes sont plus... voisin scientifique, pas celui qui est effectivement dans le vif du sujet, mais peut-être celui d'à côté. C'est un problème politique de toute façon. Ça, voilà. Si je peux me permettre de donner ma réponse, moi je dirais personne. Parce que finalement, prenez l'exemple de la bombe atomique. On ne peut pas interdire aux gens qui ont travaillé sur l'atome et l'uranium de phosphorer. Et dans l'immédiat, par contre, on peut dire après, je ne donne pas d'argent pour fabriquer des bombes. Oui. Donc c'est celui qui tient le pouvoir qui peut dire, je ne donne pas d'argent. Mais il y aura peut-être toujours des gens, des financiers qui en ont plein les poches. Donc, la deuxième question, c'est est-ce que la folie humaine disparaîtra un jour? Bon, je pense qu'il y a une chose aussi, quand même. Il y a quand même une chose, c'est qu'on a effectivement des sociétés qui sont extrêmement puissantes, extrêmement riches, comme les fameux GAFA, comme Google, par exemple. Donc, qui imposent complètement leur volonté, leur mode de vie à l'ensemble aux 7 milliards d'êtres humains, sans que personne n'ait le choix de dire quoi que ce soit.
Donc c'est vrai qu'il y a une concentration de pouvoir et de richesse dans quelques sociétés, dans quelques très grosses sociétés. Bon, ben, je pense que ça pose problème maintenant après. Comment peut-on contrer ça, Comme les économies, les sociétés en question sont plus fortes que n'importe quel gouvernement. En Chine, par exemple, un Chinois sur 2 voudrait que leur enfant ait un implant neuronal en fait, pour augmenter, soi-disant, son QI. Ça peut paraître choquant, mais dès que c'est possible, un Chinois sur 2 sont OK pour faire cet implant. Donc en fait, comment aller contre? Il n'y a pas à aller contre, en fait c'est le monde, on parle du monde, c'est la majorité des gens qui vont décider si la majorité, la moitié du monde veut faire des implants dans le cerveau, ben ça finira par se faire. Aussi, enfin, du point de vue éthique, c'est pas parce que la majorité veut quelque chose que la majorité a raison d'un point de vue éthique. Du point de vue comptable. Oui, parce que le nombre de fois où la majorité s'est exprimée et on a couru avec la strophe, c'est quand même assez. Il faut poser la question, pourquoi les Chinois veulent ça? Ils veulent des enfants plus intelligents, ils veulent des enfants plus heureux, ils veulent des enfants qui ont plus de pouvoir. C'est toujours la question. C'est aussi lié au fait. Pourquoi une action? Pourquoi? Vers quoi? C'est une hégémonie. C'est aussi lié au fait qu'on est dans des sociétés très compétitives aussi. Hein. L'enfant plus intelligent, ben, il réussira mieux sa vie dans la société, etc. Enfin, je sais pas. Enfin, je pense que ça peut jouer. Et ça serait intéressant de demander si on faisait un même sondage sur les Français, qu'est-ce que ça donnerait? Je sais pas. Hein. On aurait peut-être des surprises. Ils veulent tous devenir scientifiques, donc. Comme disait Michel derrière moi, on est en plein dans le problème avec l'évolution climatique, les décisions à prendre. Là aussi, on voit les difficultés à avancer. Et donc, bon. Parce que la question qu'on peut se poser sur la sagesse de notre espèce, sur des questions qui sont vraiment d'une gravité extrême pourtant. C'est pour ça que dans ces comités d'éthique, effectivement, moi je rejoins Mireille, il faut absolument des scientifiques qui sachent de quoi on parle, parce que les politiques ignorent souvent les problèmes traités par les scientifiques. L'évolution du climat dans lequel on est, il y a eu le GIEC a été tout de suite controversé par des personnes. Or, le GIEC était un groupement de scientifiques. Donc ça montre bien que même les scientifiques n'ont pas obligatoirement la main sur les décisions, ça a été aussi à prendre. Controversé aussi par des scientifiques ou pseudo-scientifiques aussi tout de suite. Ça a été controversé. C'est pas seulement par des gens qui n'avaient pas de compétences, mais aussi par des gens qui l'ont controversé et qui étaient scientifiques. Ça a été controversé parce qu'il y a des très gros intérêts qui sont en jeu par certaines sociétés bien sûr, pétrolières et autres, et qui ont des gros moyens financiers pour financer y compris des scientifiques. Mais il y a quand même aussi des scientifiques qui... C'est pour ça qu'il faudra une instance qui soit composée notamment de scientifiques, mais pas seulement de scientifiques. Mais quel pouvoir aurait-il de faire appliquer leurs décisions? C'est ça le gros problème. Effectivement.